Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes excellente question, mardi 9 décembre 2014, il est 15h18. Ce n'est pas la journée la plus importante sur le plan des fondamentaux, vous le savez, nous en avons déjà bien parlé, c'est jeudi prochain, jeudi 11 décembre que cela se joue. Je reviens brièvement sur ce graphique que je vous ai proposé hier, décortiquant le mois de décembre en 4 semaines de trading, montrant comme la semaine numéro 2 du mois de décembre est défavorable à la performance des marchés actions. Et c'est donc en effet ce qui se passe sur les marchés actions aux États-Unis et en Europe. La seconde semaine du mois de décembre s'inscrit parfaitement dans la saisonnalité historique de ce marché. Alors si vous souhaitez réaccéder à ces graphiques issus de statistiques qui ont été présentées hier, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube DailyFX France pour revisionner la vidéo. En tout cas, le mois de décembre 2014, que je m'apprête en fin de semaine à rajouter à cet histogramme, ressemblera à l'année 2013 ou encore à l'année 2011, 2007. Bref, c'est une seconde semaine qui est statistiquement très défavorable à la performance des marchés actions. C'est donc une fois encore quelque chose qui se répète ce mois de décembre 2014. Je vous ai proposé hier, notamment sur les marchés actions européens, un scénario de repli depuis la partie haute de structures chartistes élargies qui se sont développées sous résistance d'ailleurs, sous les sommets historiques sur le DAX ou encore sous la résistance à 4435 points sur le CAC 40. La stratégie présentée hier est toujours valable, à savoir exploiter des creux de marché de cette seconde semaine de trading. Alors nous sommes en train de construire ces creux pour envisager une stratégie d'achat et profiter de ce que pourrait être favorable lors de la dernière quinzaine du mois de décembre. Alors, ce qui est important, c'est de voir par exemple l'indice S&P 500 effectuer un pullback sur ses précédents sommets historiques, 2020 points. Je pense qu'il faut patienter et attendre que le SP500 justement entame une phase de stabilisation au contact de ce niveau. Je vous invite aussi à attendre sur les indices leaders en Europe, le DAX et l'Eurostoxx 50, des niveaux de support tangibles. Vous avez notamment sur le DAX la partie basse d'un canal de hausse, la MM20 jour qui passe ici, elle est ici apposée sur un graphique en données 4 heures. Elle viendra renforcer la partie basse de cette formation latérale en porte-voix. Donc, patientez, laissons ces marchés actions revenir sur les objectifs de cours qui sont en Europe de revenir ici sur le DAX, probablement 9790. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut relever ici sur l'indice Eurostoxx 50, je dirais à proximité des 3180. Et à ce moment-là, pourra se poser la question sur le CAC 40 d'une stratégie favorable. Donc nous sommes en tout cas dans une année qui rentre bien dans le modèle schématique. Alors, je vais vous proposer cet après-midi, comme d'habitude, un tour d'horizon rapide des marchés. On va se concentrer notamment sur les métaux précieux, puisque il se passe quelque chose d'intéressant, notamment sur l'or et l'argent, qui tentent d'enregistrer une réplique. Une réplique de quoi? De cette séance très particulière du lundi 1er décembre, qui s'était constituée par un mât haussier, donc une phase verticale, peut-être même un phénomène de paroxysme des ventes, et depuis se déroulait une phase latérale, qui se logeait dans la partie haute de ce mât, appelant donc à une nouvelle jambe de hausse. Pour cela, il faut casser à la hausse les sommets du 1er décembre. Aujourd'hui, le marché est en train de les tester. Toujours, pour en revenir sur ces indices boursiers, je vous invite à utiliser l'indice S&P 500, qui lui, en effet, est en train de casse d'ailleurs, c'est déjà fait, les 2050 points, et est en train d'effectuer un pullback sur ses précédents sommets historiques qui se trouvent à 2022 points. Et à proximité de ce niveau, disons 2022-2029, lorsque DAX et Eurostoxx 50 reviendront au contact de niveaux de support, notamment la MM20 jours, là pourra se poser la question d'une stratégie d'achat sur l'indice CAC 40. Donc laissons pour le moment ces marchés tomber dans le cadre d'une semaine 2 du mois de décembre particulièrement défavorable. D'ailleurs, lorsque j'ai étudié aujourd'hui les composantes de l'indice CAC 40, toutes les actions se replient en bon ordre. Il n'y en a pas une qui sort du lot, elles sont toutes dans le rouge, à peu de choses près, sauf le titre Gemalto, mais bon, il était ce matin dans le rouge, mais en clair 39 à 40% aujourd'hui des actions du CAC sont en baisse. Donc on prend réellement des profits sur toute la classe, toute la cote en fait. Et voilà donc ce qui se passe ici donc sur ces marchés actions.
Donc pour les indices, au fond, par rapport à ce que je vous ai présenté hier soir, rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, c'est plutôt une bonne confirmation de la saisonnalité qui a été bien respectée, je trouve, cette année. Par exemple, le mois d'octobre a été très défavorable, comme il l'est généralement. Le mois de novembre a été très positif, il est aussi généralement très positif. Et lorsqu'on décortique le mois de décembre, la seconde semaine, elle, est défavorable. Et donc c'est actuellement à nouveau ce qui se passe. Alors maintenant, nous allons démarrer un tour d'horizon des matières premières et des paires de devises. Et je commencerai par l'or, l'argent et les cours du platine. Alors pourquoi d'abord vous parler de l'argent? Parce que c'est un actif dont je vous parle notamment dans la section avis d'analyste depuis lundi dernier, à savoir qu'au-dessus des 16 $, eh bien j'avais cette lecture-là, à savoir que le lundi 1er décembre, nous avons fait un mât. Vous avez ici les chandeliers japonais 4 heures. Donc un mât, c'est quoi? C'est une métaphore, hein. C'est le mât d'un bateau, bref, c'est vertical. Bon. Vous avez ici ce mât vertical, et en analyse technique, c'est toujours très favorable lorsque dans cette phase verticale, on fait un range, mais vraiment dans la partie supérieure. Autre élément que nous avions souligné, l'étanchéité nouvelle du prix des métaux précieux au nouveau sommet du dollar US. Alors, étant donné que maintenant le dollar US consolide, cela renforce ce scénario qui serait de voir l'argent inscrire une nouvelle jambe de hausse. Alors j'ai le sentiment que le signal en fait est déjà donné. Puisque de toute façon le marché tenait bien le niveau des 16 $. On peut même en voir une espèce de lecture en épaule, tête épaule inversée, mais je préfère celle du mât. Quel en est l'objectif de cours? Eh bien on va le calculer tout de suite. Alors je vais attraper ici, en prenant plutôt le cours de clôture, je vais exclure la mèche de ce 1er décembre, et en attrapant la partie basse de la conso, voilà donc les objectifs que cela donne sur les cours de l'argent. Forcément déjà il faut casser cette résistance à 16,77, mais je l'anticipe. Ce n'est pas bien, mais je l'anticipe. Et puis viser 17,24 et 18 $. 18 $, c'est un bel objectif de cours. Alors ensuite on verra pour la suite des événements, mais il y a un niveau horizontal à 17,80, donc voilà. Et forcément, il va falloir clairement s'affranchir des 16,77. Alors voilà pour les cours de l'argent. Qu'envisager maintenant sur les cours de l'once d'or? C'est en fait finalement le même scénario. On a ce mât du 1er décembre, probablement un pré-signal favorable qui a été donné par le tout dernier chandelier 4 heures. Reste que il faut maintenant s'affranchir des 1221. Bon, là aussi, clairement, si ce signal-là est donné, quels sont les objectifs? Eh bien, je vais simplement raisonner en proportion, projeter l'amplitude de cette jambe très particulière du 1er décembre au point bas de cette phase latérale, permettant bien de viser ensuite 1229 et 1256 $. Ah, disons 1250 $ ici sur les cours de l'once d'or. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, et le seul élément fondamental qui peut se cacher derrière est cette étanchéité de court terme du prix des métaux précieux à cette avancée qui n'est plus le cas d'ailleurs, mais qui était le cas la semaine dernière du dollar US, et notamment la résilience qu'on a pu observer vendredi dernier, lorsque le dollar faisait de nouveau plus haut, et finalement il y a eu un rejet très léger sur les cours des métaux précieux. Bref, nous vous proposons et défendons ce scénario depuis maintenant le lundi 1er décembre. Quelque chose aussi qu'on avait pu voir venir en étudiant les indices de matières premières. Alors clairement, c'est la composante métaux précieux qui a participé à la stabilisation de ces indices, qui n'est absolument pas le cas de l'énergie. Transition, venons-en justement au cas de l'énergie. Que faut-il? C'est la question que je me suis posée. Que faut-il pour stopper un grand marché baissier? Alors, forcément déjà, il faut des fondamentaux qui changent. En tout cas, une anticipation nouvelle en ce qui concerne les fondamentaux de marché. Alors, en ce qui concerne le prix du pétrole, je vous invite à tout simplement prendre connaissance des derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie qui met le doigt non pas sur l'offre, mais qui met le doigt sur le niveau de la demande. Le niveau de la demande qui est au plus bas de 5 ans, l'Agence internationale de l'énergie attend certes un léger rebond de la demande en 2015, mais pas non plus quelque chose susceptible de créer un choc sur le prix. En tout cas, pas d'un point de vue de la tendance de fond.
Mais sur le plan d'analyse technique, voilà au fond qui peut peut-être nous intéresser davantage. Que s'est-il passé à l'époque? Rappelez-vous, le dernier grand marché baissier remonte à l'année 2008. C'est un marché baissier standard, vraiment une succession de semaines baissières. Il a fallu à l'époque 5 mois. Il a fallu 5 mois de range, de phase latérale, pour voir ce marché changer de tendance. Alors bien sûr, dans ce range de 15 $, nous avons eu des rebonds. Mais voilà ce qui s'était passé à l'époque. Vous êtes ici face à un graphique en données hebdomadaires des cours du WTI. Un range qui avait duré 5 mois entre 37 $ et 54 $, pour finalement donner un signal de fin de baisse au printemps 2009. Et cela s'était accompagné d'un certain nombre de signaux techniques favorables. Je pense que nous en sommes clairement pas encore, en tout cas ce serait intéressant, mais pas encore à cette période de stabilisation. Sur quel niveau elle pourrait démarrer, aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que le niveau des 67 $, eh bien, n'a pas tenu ici sur les cours du WTI. En tout cas, cela prendra du temps. Et lorsque le marché commencera à se stabiliser, la première étape sera probablement la création d'un range. Alors à l'intérieur de ce range, eh bien, on pourra probablement envisager ensuite des stratégies de trading. En tout cas, voilà pour le recul de long terme sur les cours du pétrole, si cela vous intéresse. Je jette quand même un œil à la file commentaire pour être certain que le son, l'image fonctionne. Ça a l'air d'être le cas, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà maintenant les cours des métaux précieux à la croisée des chemins. Il va falloir rapidement se sortir de cette situation. C'est la même chose pour le cours du platine. Je citerai 3 niveaux au fond. 16,77, 1221 $ et enfin 1245, qui sont 3 niveaux d'accélération. Ce sont des résistances, mais ce sont aussi 3 niveaux d'accélération haussière. Alors les cours du platine, si on en sort par le haut, eh bien la target se trouve à 1275 $. En tout cas, mieux vaut éviter les stratégies de vente, même si nous sommes ici sous ces niveaux-là, à court terme, sur les métaux précieux. Tour d'horizon des paires de devises, dans l'ordre alphabétique, comme d'habitude, et je vais commencer forcément par la paire euro-dollar. Alors, le dollar américain subit une période de prise de bénéfices, comme d'ailleurs il en connaît de manière régulière. La dernière vraiment importante remontait, dirons-nous, à la fin du mois de novembre. Donc on est probablement dans une phase de prise de bénéfices qui s'apparente à ce qu'on avait connu ici, fin novembre. Lorsqu'on étudie l'impact sur les devises européennes, et donc le franc, le GBP ou encore l'euro, nous avons ici des rebonds techniques, notamment sur la paire euro-dollar, qui évolue toujours dans cette compression. La reprise a démarré depuis cette ligne qui attrape tous les bas de marché, mais aussi à proximité de la ligne de tendance haussière en place depuis 2008, partie basse d'un vaste triangle symétrique. Et maintenant, le marché est en train de rallier cette ligne de tendance baissière, bien connue, bien exploitée depuis le 15 octobre. Elle passe actuellement sur les 1,2438. Alors, il est probable qu'on aille la chercher, cette ligne de tendance. Donc elle passe à 1,2438. Peut-on envisager cette fois-ci sa cassure? Nous verrons bien. En tout cas, c'est certain que le momentum donne des signaux intéressants. Et dans ce cas-là, eh bien, ce marché irait chercher 25,70. Je ne préfigure de rien, je n'en sais rien. Le signal n'est pas encore donné, mais en tout cas, on peut déjà aller chercher la partie haute de cette phase. Le GBP USD, c'est plus ou moins la même chose. Dollar américain consolide face aux devises européennes. Le GBP USD, il teste maintenant, il a rejoint d'ailleurs une résistance ici à 1,5695. Je ne me précipiterai pas, en tout cas pas aujourd'hui, pour des stratégies de vente. Il faut être patient et de toute façon laisser au moins le momentum intraday qui lui a donné des signaux positifs rejoindre les zones de sur-achat. Donc, patience pour le moment. Il est possible, envisageable de voir le GBP se reprendre en direction de cette ligne de tendance baissière ici en place depuis le 15 juillet 2014 et peut-être qu'à ce moment-là envisager une stratégie de vente. Mais pour le moment, je les laisse, disons, se reprendre. Et c'est le même cas de figure sur la UD-USD et le NZD-USD. Sur le NZD-USD, vous avez notamment hier une alerte de Nicolas Chéron depuis une oblique qui attrape tous les bas de marché, qui a bien fonctionné et qui permet de viser les 0,7730. Donc nous sommes probablement dans une reprise technique
plutôt une phase de consolidation en fait du dollar US face à un panier de devises. Donc ce sont des mouvements qui se retranscrivent bien, que ce soit face aux devises européennes ou encore à l'AUD ou au NZD. Alors maintenant, tour d'horizon des paires de devises autres dans l'ordre alphabétique comme d'habitude. Alors, je vais commencer par l'AUD CAD. Tout ce que je vais dire ici sur l'AUD CAD, eh bien, c'est que le dernier signal en date qui a été donné, c'était la cassure des 0,9566. C'est un signal de vente, ouvrant la voie au 0,9411. Au fond, c'est un marché qui est plutôt bien construit à la baisse. Je pense qu'on est toujours couvert par une espèce de ligne de tendance baissière. Et donc, au fond, je n'ai pas abandonné mon point de vue. Alors certes, le mouvement manque un peu de momentum, mais au fond, voilà dans quoi nous sommes en train de glisser. Un petit canal de baisse, et voilà, je vise toujours un repli en direction des 0,9411 sur ce marché. Et nous avons donc une première résistance à 0,9566 pour le niveau horizontal, niveau de résistance en dessous duquel je conserve un biais baissier. Que penser de l'AUD-CHF et donc de l'euro-AUD? L'AUD-CHF a donné un signal de vente ici en cassant les 0,8120. Vous retrouvez ce signal de vente sur l'AUD-CHF à travers un signal d'achat sur le GBP-AUD ou encore sur l'euro-AUD. Le GBP-AUD a donné un signal pour rejoindre ses sommets annuels. On va donc en parler. Mais en ce qui concerne l'AUD-CHF, je conserve bien un biais baissier sous les 0,8120. 0,8120 première résistance daily, sachant que ce marché à terme peut parfaitement tomber en direction des 0,7830. Donc il y a un premier niveau ici horizontal qui permet une stabilisation sur les 0,80.40. Il faut mieux, je pense, surveiller les résistances sur ce marché. La première se trouve à 0,8075. Donc voilà, je continue sur ce marché de privilégier la baisse. Sur le GBP-AUD, c'est la même chose. Le signal d'achat a été donné par la cassure haussière le 3 décembre des 1,8620 ici sur le GBP-AUD. On a atteint un premier objectif rapidement à 1,8822. C'est désormais un niveau de support. À terme, l'objectif, c'est de voir le GBP-AUD rejoindre les 1,92. Sauf que 1,90, c'est aussi une résistance et elle a été atteinte. En clair, il y a quand même un retournement sous 1,90 qui est un peu différent des précédents retournements. On sent déjà que dans toutes les positions longues qui sont en place depuis 1000 pips, depuis les 1,78, il y a probablement eu dans les deux précédents chandeliers 4 heures des prises de bénéfices importantes. Cependant, sur le GBP-AUD, je m'intéresse à cette ligne de tendance haussière et disons au niveau des 1,88 pour envisager à nouveau des stratégies d'achat dans le sens de la tendance. Donc, le GBP-AUD, je l'apprécie pour surtout l'appréciation de la livre sterling. Alors, je continue dans l'ordre alphabétique. L'AUD-NZD, je vais vous montrer un graphique en données journalières. Alors, l'AUD-NZD, je privilégie toujours la ligne de tendance haussière annuelle, donc celle au-dessus duquel les cours sont depuis maintenant le début du mois de décembre. La voici, cette ligne de tendance haussière, elle relie les bas de marché du 24 janvier, du 17 mars et du 14 juillet. J'apprécie ce qui est en train de faire le marché au-dessus des 1,0750. La ligne de tendance passe précisément à 1,0735. On ne l'a pas encore testé, donc je ne peux pas encore vous dire si on ira précisément la tester ou si on est déjà en train de créer un range pour rebondir en direction des 1,0910, mais en tout cas, je pense que ce niveau des 1,0760, qui est ce support que le marché a créé, peut permettre de se positionner avec un bon money management, sachant que le stop est très proche, il se situe pile poil sous la ligne de tendance haussière que je qualifierais donc de primaire. Donc c'est une stratégie qui m'intéresse en amont
de la décision de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Alors maintenant, puisque je vous ai parlé de ça, il faut que je vous parle du GBP NZD et de l'euro NZD, et du NZD USD aussi, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, donc ça c'est fait. Le GBP NZD, il y a un objectif qui a été atteint à 2,0550, qui était donc ce niveau horizontal. C'était un objectif de cours depuis la cassure haussière des 2,0166, qui était un niveau horizontal. Alors, il y a quand même une belle partie du mouvement qui a été fait, ici sur le GBP NZD. C'est typiquement un trade qui a été fait vraiment avant cette décision de politique monétaire. Faut-il s'y intéresser à nouveau si on revient sur un support à 2,0286? Honnêtement, pas vraiment. Je ne pense pas. Donc j'aurais plutôt tendance à croire que c'est un trade qui est terminé en partie, si ce n'est qu'en effet, il y a peut-être à nouveau une possibilité que ça relance, puisqu'on a cette ligne de tendance, un niveau horizontal, pour aller chercher précisément ici cette ligne de tendance qui passe en fait plus ou moins au niveau des 2,06. Donc j'admets quand même que sur les 2,0260, 2,0260 existe un point susceptible d'attirer des acheteurs ici donc sur le GBP NZD. Alors on va continuer le tour d'horizon. L'EuroCAD, c'est comme le CAD CHF. Donc le CAD CHF, je vous en ai déjà parlé. Le CAD CHF, c'est un range. Clairement, le marché a fait le choix de créer un range ici sur le CAD CHF. Un range entre 0,8420 et 0,8640. Donc, cette ligne de tendance, de toute façon, était déjà malmenée, elle ne sert à rien. Voilà dans quoi se trouve le CAD CHF. Et, sur le court terme, au niveau actuel des cours, je ne vois rien à part ce niveau horizontal des 0,8420. Ce qui signifie que si le CAD CHF retombe à 0,8420, cela permet d'envisager une poursuite à court terme de la hausse de l'EuroCAD, peut-être à nouveau en direction ici des 1,4250. Bon, disons que on s'est installé dans un espèce de range, c'est typique puisque c'est une phase de range trading, donc on pouvait croire ici que nous avions le 21 novembre l'amorce d'une reprise de la tendance baissière, alors qu'en fait, nous sommes dans un espèce de range vraiment, je pense, compliqué à trader. Donc, je vais avoir du mal là à vous donner directement une stratégie de trading intéressante sur soit CAD CHF, soit EuroCAD, mais disons que clairement le biais sur le court terme est positif pour l'EuroCAD et négatif pour le CAD CHF. Alors d'ailleurs, venons-en justement au CAD Yen dans l'ordre alphabétique. Les paires en Yen subissent l'effet de divergence négative de momentum sur l'horizon de temps supérieur, l'horizon de temps D1, donc journalier. Et donc forcément, le CAD Yen a cassé ce support à 105,25 et va probablement se replier en direction des 103,45. C'est quelque chose qu'on retrouve sur finalement l'ensemble des paires en Yen, puisque l'USD Yen, bien lui aussi, revient au contact ici de ces 118,97. Il est probablement encore trop tôt. Il faut se méfier, il faut laisser, je pense, les indicateurs daily se dégonfler sur les paires en Yen, même si j'admets que ce niveau horizontal ici sur l'USD Yen à 118,97. 118,97, c'est aussi cette ligne de tendance haussière. Alors, tenter un long, laisser au moins les indicateurs intraday se dégonfler, revenir aux zones de survente, commencer à créer des divergences. Je ne dirais pas, surtout dans cette semaine qui est particulièrement défavorable aux indices boursiers, c'est ce que vous enseigne la saisonnalité, et elle est bien respectée cette année, je n'irai pas me précipiter sur des achats de paires en Yen cette semaine. Peut-être la semaine prochaine ou en fin de semaine, mais pour le moment, il faut rester prudent. Nous avons notamment aussi sur le GBP Yen une cassure et un repli en direction des 186,12. 186,12, c'est un niveau important, c'est un niveau journalier de support, mais là aussi, laissons l'indicateur qui lui a cassé la neutralité se dégonfler, revenir en zone de survente et éventuellement avoir plus tard l'esquisse de contradiction positive de momentum. Donc pour le moment, aujourd'hui, je pense qu'il faut tout simplement exclure les stratégies d'achat de paires en Yen, tout comme des stratégies d'achat d'indices boursiers qui sont en train de baisser. Et donc il est encore trop tôt pour en anticiper un creux. Qu'est-ce qui permettrait de l'anticiper? Surveiller le SP500 et surveiller
les précédents tops historiques qui se trouvent ici à 2022 points sur l'indice S&P 500. Alors, voilà donc, et donc la fameuse MM20 sur le DAX, la partie basse de la figure d'élargissement, bref, toutes ces choses qui ont été évoquées tout à l'heure. Je continue donc dans l'ordre alphabétique. L'euro NZD, écoutez, je n'ai pas grand chose à vous proposer sur l'euro NZD. Ce n'est pas une paire de devises sur laquelle là j'ai, disons, une stratégie vraiment intéressante. Je préfère m'intéresser à l'AUD NZD ou encore ici au GBP NZD. Et au fond, de toutes ces paires, en AUD ou en dollars néo-zélandais, je vous propose le cross relatif aussi kiwi. Dollar australien versus le dollar néo-zélandais. Nous avons en cours des tentatives de cassure haussière donc qui se confirment sur les métaux précieux, voilà qui m'intéresse. Il y a clairement un focus à avoir là sur les métaux précieux depuis le début de la semaine, depuis la semaine dernière, et clairement sur le court terme, c'est là aujourd'hui je pense qu'il faut se positionner. L'USD CNH va plus vite que la musique. J'aurais bien aimé avoir un repli sur un support pour... probablement vous avez pu en profiter des vendredis derniers. Sauf que ce marché a accéléré, a rejoint les 6,20 hier. Donc c'est bien, c'est rapide. Maintenant, je pense qu'il faut toujours s'y intéresser dans le sens de la tendance, mais on a quand même fait les objectifs de cours très rapidement, donc je pense que là, vu la mèche haute d'hier sur ce chandelier D1, on aura probablement et plus tard une possibilité de se placer dans le cas d'un pullback sur ce niveau des 6, 16, 17. En tout cas, cet après-midi, ayez clairement un focus sur les sommets du 1er décembre, sur les métaux précieux, qui doivent être lus comme des seuils d'accélération haussière. Alors, je continue dans l'ordre alphabétique. Que penser du GBP CHF? Eh bien, c'est la même façon de se poser la question de l'euro GBP. Honnêtement, j'ai une réponse aussi confuse qu'hier, à savoir que tant euro GBP que GBP CHF sont enfermés depuis septembre dans de vastes ranges. Sur le court terme, la situation devient un peu moins limpide. Bon, admettons quand même qu'il existe un niveau de support sur le GBP CHF à 1,5172, mais finalement il ne s'agit que de la médiane du range, et encore, je ne suis pas sûr que ce soit précisément la médiane, en tout cas c'est un niveau horizontal. Y a-t-il un intérêt immédiat à exploiter ce niveau horizontal? Honnêtement, je pense qu'il y a mieux à faire actuellement. Il y a des niveaux qui sont plus propres, notamment du côté des métaux précieux ou d'autres paires de devises. Disons que son équivalent, c'est sur l'euro GBP le niveau des 0,7922. Forcément que 0,7922 peut être lu comme une résistance sur l'euro GBP, et donc potentiellement comme un niveau sur lequel peut être mis en place une stratégie de vente. Alors à ce moment-là, on peut lire les 1,5172 comme un niveau d'achat ici sur le GBP CHF. Que penser de la paire de devises AUD Yen? La AUD Yen, c'est important. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un graphique en données journalières. Là aussi, il ne faut pas se précipiter. Certes, en données journalières, finalement, cela peut s'apparenter à un pullback sur ce précédent top annuel à 98,68. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que sur les paires en yens, c'est le momentum journalier qui a besoin de se dégonfler. Il est impacté par une contradiction négative de momentum, venant jeter un doute sur les récents tops. Les signaux sont donnés, l'indicateur doit se dégonfler, et ensuite l'indicateur doit commencer à contredire cette phase corrective. Donc, certes, 98,60 peut sembler être un niveau intéressant, mais là encore, comme toutes les paires en yens, il faut se montrer patient et attendre d'y voir un peu plus clair ici sur ces paires en yens. Donc aujourd'hui, eh bien, je pense que il faut s'en écarter. Si ce n'est que on peut tout à fait envisager la UD Yen capable de créer une base sur ce niveau des 98,60 pour peut-être relancer par la suite. Mais en tout cas, il faut la garder en tête parce que nous sommes ici dans une zone d'intérêt, disons de portée journalière. Voilà.
C'est ce que je matérialise ici, c'est une zone en données journalières. Donc à garder en tête, la UDN, laissons là créer un creux, l'indicateur D1 se dégonfler, peut-être l'amorce de contradiction positive intraday, et à ce moment-là, chercher un long. Disons que si à terme il faut revenir sur certaines paires en yen, j'ai de toute façon un attrait forcément pour le GBP yen, mais là aussi plus tard. Attendons déjà, elle se replie vers 186, alors laissons-la tomber, tout comme l'USD yen. Laissons-le consolider, laissons-le se replier vers des niveaux journaliers. Alors il semble que les métaux précieux soient en train de confirmer. Bon, ça manque un peu d'impulsivité, mais en tout cas, force est de constater que la lecture chartiste proposée était la bonne. Alors, l'USD CAD, autant dire que je me suis creusé la tête pour vous proposer quelque chose. L'USD CAD, il faut soigner le timing. C'est une monnaie qui monte, mais de manière très progressive. Hein, un cross qui monte, mais de manière très progressive. Généralement, les cassures haussières ne sont pas suivies d'accélération, mais par contre, les niveaux de support fonctionnent très bien. Les niveaux de support, vraiment, sont très intéressants sur l'USD CAD. Où se trouve le premier niveau de support? Vous pouvez utiliser cette ligne de tendance haussière, et donc elle passe actuellement aux alentours des 1,1380. Pourquoi pas à ce moment-là l'utiliser pour une stratégie d'achat en utilisant ce chart intraday, donc en données 4 heures. Donc voilà. Vous pouvez tracer la même chose ici. Alors je vais ajouter le watermark, vous allez voir que vous êtes en données 4 heures. Mais disons que en termes de rythme de marché, typiquement c'est le genre de cross où il faut privilégier les niveaux de support. Donc voilà, il s'agit de l'USD CAD en données 4 heures. Alors, y a-t-il une paire de devises que j'ai oubliée? Eh bien, je pense avoir tout évoqué, et l'euro yen, je lui réserve le même traitement que les paires en yen, en vous montrant notamment la situation du momentum journalier, qui lui aussi a clairement besoin de se dégonfler. Alors, certes, il existe ici une ligne de tendance haussière D1 qui passe aux alentours des 147,37. Nous verrons bien. Il ne faut pas exclure un pullback daily sur 145,68. Donc là encore, le message, je dirais, il est le même que pour toutes les paires en yens. Il faut les laisser. Ce n'est pas une semaine où il faut vouloir agressivement se positionner dessus. Voilà. C'est comme les indices boursiers, c'est une semaine statistiquement très défavorable à la performance des marchés actions. Par contre, à un moment ou à un autre, lorsqu'on va revenir sur certains niveaux de support, il faudra à nouveau s'y intéresser. Donc sur les indices européens, il faut, je pense, se concentrer sur les indices qui sont suivis dans les salles de marché, notamment le DAX et l'Eurostoxx 50. Et vous avez notamment sur le DAX, eh bien, à suivre la réaction du marché lorsqu'on viendra tester la partie basse de ce canal de hausse, ou encore cette moyenne mobile à 20 jours qui passe actuellement à 9730 points. Donc il ne faut pas se précipiter, et mon conseil serait d'attendre cette MM20 période en D1 sur le DAX, et aussi de voir l'indice S&P 500 réagir favorablement sur un niveau de support. Le plus évident d'entre eux étant les 2022 points, c'est peut-être un peu profond, ce sont les précédents tops historiques, mais il existe déjà une zone d'intérêt à proximité des 2030 points. Donc, il ne faut pas se précipiter, mais en même temps commencer à réfléchir à certains niveaux de support. Alors maintenant, je vois qu'il y a une question, le NZD-USD peut-il reprendre sa phase descendante dans le sillage de la RBNZ? Alors déjà c'est demain. C'est possible. Quelle est la résistance intéressante? Il existe une première résistance ici à 0,7730. Donc je pense que de toute façon il faut s'intéresser au niveau de résistance, mais pas à n'importe lesquels. On a en effet un chandelier journalier qui est assez puissant. Bon, il n'est pas clôturé, donc on verra bien. On a une première résistance à 0,7730. C'est une résistance importante. Le marché peut rester bloqué dessous, sachant que si ce n'est pas le cas, on peut se reprendre carrément à 0,7850.
C'est pas le scénario privilégié, forcément, hein, mais en tout cas, voilà où se trouve ici la première résistance technique. Ce sont donc ce niveau des 0,7730, 0,77 40. Bon, de toute façon, parmi toutes ces paires en NZD, ma préférence allait au GBP NZD, mais on a fait une partie de l'objectif de cours et à la UD NZD. Donc si je devais au final résumer ma pensée, intéressez-vous au support des 2,02 60 sur le GBP NZD, 2,0260 pour encore une stratégie dans le sens de cette tendance depuis la mi-novembre, ou à cette ligne de tendance haussière sur la UD NZD dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Alors, eh bien, voilà donc pour ce tour d'horizon des charts en données 4 heures. Maintenant, je vais jeter un œil à vos questions. Alors. Ok. Comment installer support et résistance sur les graphiques? Alors ça, j'imagine que c'est clairement une question de quelqu'un qui découvre nos produits et services. Bon, je vais faire simple. Vous avez ce soir à 18 h ici même un webinaire sur, enfin un comparatif entre les plateformes TS2 et MetaTrader de FXM. C'est à ce moment-là qu'on vous proposera un comparatif notamment de l'outil graphique et donc on pourra vous répondre. Mais honnêtement, pour répondre à votre question, c'est extrêmement simple. Lorsque vous êtes ici en plein écran, vous avez un onglet déroulant ici qui vous propose d'ajouter des outils graphiques. Donc c'est ce bouton-là, c'est vraiment très simple. Alors vous êtes vendeur de l'USD Yen à 121,60. Donc c'est en effet un beau cours de vente. Quel peut être votre objectif de cours? Alors déjà, visiteur, la question que vous me posez, c'est une question intéressante, mais disons que je pense que lorsque vous adoptez une position vendeuse, il faut en amont avoir une idée de l'objectif de cours. Forcément, c'est obligatoire. Sinon, la prise de position n'est pas complète. Un objectif de cours, c'est quoi? C'est par exemple le niveau actuel, 118,97. C'est un niveau horizontal, c'est une ligne de tendance. On peut envisager de commencer à prendre des bénéfices, surtout que vous êtes en gain de 200 pips. C'est un niveau horizontal, susceptible de faire réagir le marché dans le sens de la tendance de fond. Mais admettons que l'horizon de temps supérieur permet potentiellement d'envisager un objectif de cours plus profond. Ce n'est pas garanti, mais plus profond, à l'image par exemple de ce qui s'était produit entre le 1er octobre et le 15 octobre sur l'USD Yen. Pouvons ramener à ce moment-là la paire USD Yen, disons qu'au contact des 117,35. Donc mon conseil c'est quoi? Sur ce niveau des 118,97, vous coupez 50% de vos positions, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil, une réflexion, et vous gardez le solde en abaissant votre stop désormais au-dessus des 120. Cela vous permet de sécuriser des gains. Si le marché relance immédiatement à la hausse, ben vous aurez au moins sécurisé des gains. S'il casse ce support et qu'il rejoint un support en dessous, ce sera jackpot. Et comme on ne peut présager de rien, la seule façon de se comporter, c'est d'avoir une bonne gestion de la position ouverte. Et je pense que c'est au moins, voire plus difficile que l'ouverture ou la fermeture d'une position, et même au fond l'idée de trading. Alors, visiteur, l'euro est vraiment punchy, a-t-il fait un point bas de moyen terme? Eh bien, c'est une question légitime qu'on peut se poser au vu des graphiques de long terme, et comme son nom l'indique, pour répondre, il faut une confirmation sur les graphiques de long terme. En clair, il est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question, étant donné qu'un graphique de long terme, c'est au moins l'horizon de temps hebdomadaire, et que la clôture hebdomadaire aura lieu vendredi prochain. Donc, je ne peux actuellement pas répondre à votre question. Alors, le CAC 40. Donc, vous avez vendu le CAC 40 dans la partie haute de la structure d'élargissement. Eh bien, selon moi, l'objectif de cours est la partie basse de la structure d'élargissement. Honnêtement, je pense qu'au niveau actuel des cours, vous pouvez prendre des bénéfices. Les 4280 points représentent précisément la partie basse de cette phase latérale, ici sur l'indice CAC 40.
Donc honnêtement, si vous avez vendu sous résistance, je vous invite à prendre des bénéfices sur une partie de la position, voire sur tout. Et sur le solde, vous abaissez le stop, disons à 4338. Voilà en tout cas comment je gérerais cette position qui a été vraiment bien prise, en tout cas sous résistance. N'oubliez pas qu'on peut avoir en tout cas une lecture de cette seconde semaine du mois de décembre qui s'inscrit vraiment dans la réalité statistique, comme aussi un attrait pour certains niveaux de support. Alors certes, c'est une semaine défavorable, et c'est à nouveau ce qui se produit, mais il faut s'intéresser à certains niveaux de support. Alors, JC, vous n'entendez plus parler de l'indicateur de volume, eh bien ce sera bientôt le cas, puisque normalement la semaine prochaine on vous proposera un nouveau webinaire sur notre indicateur de volume. Il fonctionne toujours aussi bien et vous avez tout à fait la possibilité de l'utiliser. Par exemple, là vous vous posez des questions sur les paires en yens ou sur un certain nombre de mouvements sur le marché d'échange. La façon de savoir si ce mouvement correctif est une simple consolidation dans la tendance de fond ou une inversion de tendance, c'est par exemple de mesurer la participation du marché. Et pour la mesurer, vous avez notamment le volume d'échange réel. Donc c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire sur vos paires en yens. Si vous les tradez, ajoutez tout de suite l'histogramme du volume d'échange réel. Et ça vous apportera des informations. Peut-on envisager un comblement du gap hebdomadaire du début novembre sur l'USD-Yen? Alors c'est une excellente question. Le gap weekly de l'USD-Yen a été ouvert à 112,60. Honnêtement, je ne pense pas. Voir l'USD-Yen perdre 700 pips de plus me paraît clairement illusoire. Après tout est possible, hein. Mais je pense que avant cela, un intérêt acheteur peut se manifester. Donc, ouais, il est quand même bien bas ce gap. En l'état, je pense que clairement, il y aura des niveaux de support qui agiront avant. Alors, quel serait un bon niveau d'entrée sur l'argent? Alors écoutez, l'argent, malheureusement, c'est trop tard. Enfin, on vous en parle depuis la semaine dernière, lorsque ce marché a fait un range entre 16 et 16,70. Il y a eu vraiment plusieurs façons, il y a eu un timing pour se positionner, et notamment hier d'ailleurs, nous en avions parlé dans l'émission. Maintenant le marché tente de donner des confirmations, ça manque un peu d'impulsivité, donc il va falloir vraiment confirmer. Mais là honnêtement, c'est trop tard. Ou sinon, maintenant la seule solution pour être dans ce marché, c'est d'attendre une confirmation de la cassure des 16,77, donc qui est ce niveau horizontal, et ensuite de rentrer dans le cadre d'un pullback. Donc typiquement, ce qui vous donne sur l'once d'or une possibilité d'exploiter une mèche à 1215 pour une stratégie d'achat et viser 1216. Mais clairement, déjà là, c'est arrivé d'une certaine façon après la bataille. Alors, peut-on utiliser le support du DAX pour envisager une stratégie d'achat? Le DAX teste en effet un niveau de support à 9830. Le marché est susceptible de bien réagir dessus. Donc c'est un point intéressant. J'aimerais quand même voir la moyenne mobile à 20 jours s'approcher. Mais j'admets que c'est un point intéressant. Dont on retrouve l'équivalent à 3180 points sur l'Eurostoxx 50. Donc, autant on peut vendre sur résistance, autant sur support on peut envisager des stratégies positives. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, voilà, écoutez, je pense avoir fait un tour d'horizon intraday puis d'avoir donc répondu à vos questions. Donc cette émission est enregistrée.
À 18 h ici même, on vous propose tout à l'heure un comparatif de nos deux des plus importantes plateformes de trading disponibles chez FXCM, la Trading Station 2, TS2, c'est celle dont je viens de vous présenter l'outil graphique, et la plateforme MetaTrader 4. Un comparatif précis sur un certain nombre de points qui intéresseront les traders réels. Et donc c'est ici même à 18 h. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve demain, même heure, pour l'émission Wall Street Insider. Merci à tous.